Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes mercredi 3 mars 2021 et d'ailleurs comme chaque mercredi cet après-midi on abordera les matières premières et les fondamentaux, mais commençons par le commencement, c'est le Good Morning Market. Alors hier on a pu assister à une prise de bénéfices à Wall Street. On a pu constater un S&P 500 en baisse de 0,81%, le Nasdaq a cédé 1,69%, le Dow Jones 0,46%, le Russell 2000 s'est replié d'1,93%. Mais aujourd'hui, on atteste ici ces représentations graphiques du DAX et du CAC 40. On peut constater un retour de l'appétit pour le risque avec des indices européens de retour sur leur sommet. Un appétit pour le risque qui pourrait l'emporter également à Wall Street. Et pour cause, hein, nous avons, tout d'abord une stagnation, du marché, obligataire, hein. C'est ce qui avait pesé en fin de semaine dernière sur les indices, boursiers. Actuellement, le 10 ans américain est largement en dessous des 1,50. C'était la résistance qui avait freiné sa progression. Précisément, le 10 ans américain est à 1,407 Il y a également des espoirs, ces fameux espoirs concernant le plan de relance aux États-Unis et donc des débats qui s'intensifient sur le sujet. Mais il y a surtout la perspective d'un retour à la normale de la vie économique, hein. C'est une réelle source d'optimisme actuellement, notamment aux États-Unis, hein. La situation sanitaire s'améliore de plus en plus. Le Texas a d'ailleurs levé l'obligation du port du masque. Joe Biden s'est dit confiant, hein, dans la réalisation des 100 millions de vaccins promis en 1000 jours. Et donc, hein, le président américain a déclaré que chaque Américain pourra se faire vacciner avant la fin du mois de mai. En Europe également, une lueur d'espoir, hein, selon l'AFP. Angela Merkel devrait proposer d'assouplir certaines restrictions à partir de lundi. Alors en France, la situation est quelque peu mitigée, hein, depuis quelques confinements locaux. D'autres confinements pourraient être éventuellement annoncés. Donc une situation plutôt mitigée, hein, par contre en France. Concernant le secteur pétrolier, bien entendu, ces espoirs d'un retour à la normale, le poussent à la hausse, mais le pétrole est tiraillé entre ces espoirs d'un retour, donc de la demande, étant donné qu'un retour à la normale signifie un retour, généralisé de la mobilité, donc un retour de la demande, de pétrole. Mais c'est, mitigé. On a d'abord, pris, connaissance une hausse inattendue, une hausse conséquente, hein, des stocks hebdomadaires de pétrole brut. Et donc nous avons également cette prochaine réunion de l'OPEP+, hein, qui débutera dès demain. Et il y a une incertitude, hein, autour de cela. Je vous rappelle qu'il y a un désaccord entre la Russie et les États-Unis, et l'Arabie Saoudite, pardon. Ça nous rappelle l'année dernière, le PDG de Saudi Aramco, de son côté, dit qu'il voit le marché pétrolier s'améliorer et que la demande était forte en Asie. Cela a entraîné un léger repli sur le WTI. Donc un WTI vraiment pris en étau entre ses espoirs d'un retour à la normale et la perspective d'une hausse de la production des pays membres de l'OPEP+, car ils avaient réduit leur production en vue de soutenir ce marché pétrolier. Et à l'heure actuelle, les pays producteurs de pétrole estiment que le cours est avantageux et qu'ils pourraient reprendre leur production. Donc voilà pour le topo, voilà pour le contexte général de marché. On passe à présent au calendrier économique, hein, qui est plutôt garni. On commence par des PMI des services. Nous avons également, alors je vais ajouter les impacts faibles, car on prendra connaissance également du PMI des services en France dans quelques minutes, dans 8 minutes très exactement. Il est 9h42, s'en suivra le PMI des services en Allemagne, celui de la zone euro à 10h. Mais la seconde partie de séance sera principalement rythmée par un chiffre que l'on attend. C'est le rapport sur l'emploi de l'ADP pour le mois de février à 14h15, hein. C'est un chiffre attendu. Pourquoi? Car nous prendrons connaissance vendredi des fameux NFP, comme chaque premier vendredi du mois. Et seront attendus également les chiffres de l'ISM non manufacturier et les PMI des services
aux États-Unis et bien entendu les stocks, de pétrole brut, hein. C'est un rapport qui pourrait ou non confirmer les données, de la veille. On prendra également connaissance à 20 heures du livre belge. Donc voilà pour le calendrier économique. Sinon, lors de la session en Asie-Pacifique, on a pris connaissance également de certaines données, notamment l'indice PMI des services, de Caixin en Chine qui a chuté, de 52 à 51,5 en février. On s'attendait à un chiffre à 51,6. On, c'est donc un plus bas depuis le mois d'avril 2020. On a pris connaissance également du PIB australien, un PIB australien qui a augmenté de 3,1%. On retrouve ici, hein, ce chiffre. Donc 3,1% pour ce PIB australien au quatrième trimestre 2020. Les attentes tablaient pour 2,5%. Donc voilà pour les données. Sinon, c'était le rapport, hein, concernant le pétrole brut. C'était hier, ce fameux rapport de l'API qui a indiqué une hausse des stocks à hauteur de 7,35 millions de barils quand le consensus tablait pour une baisse des stocks à hauteur de 1,85 million de barils. Donc constitution des stocks inattendue quand un repli de ces derniers était envisagé. On passe à présent sur le compartiment des indices boursiers. On va débuter par le DAX qui débute sa séance en hausse, une hausse qui s'est amorcée à l'ouverture européenne. Nous sommes à 14 150 points. On s'éloigne, hein, des récents sommets historiques. On était en train de patiner. On s'est replié pour prendre appui ici sur notre Kijun. Et donc, nouvelle jambe haussière visiblement pour le DAX, hein, avec un éventuel objectif, hein, que l'on pourra trouver ici aux alentours des 14 238. Une hausse tout de même conditionnée au franchissement de certaines résistances. Donc ici devant vous le DAX en données H4. Le DAX qui évoluait dans un canal BCO, un drapeau, hein, si vous voulez. Nous avons testé très précisément un niveau de résistance, 14 180 points. C'est le précédent sommet, tout simplement, du 8 février que l'on a testé avec une grande précision. Et on est en train de se retirer, peut-être pour se placer aux alentours des 14 150. Mais en tout cas, depuis la sortie du haut de ce petit drapeau, les perspectives sont actuellement haussières. Donc des perspectives haussières en Europe, hein. Il en va de même pour le CAC 40 que l'on ne va pas détailler aujourd'hui. On va plus s'intéresser aux indices américains en triptyque. Et donc, c'est-à-dire sur 3 unités de temps. On a commencé par exemple sur le DAX en journalier, on est passé en H4, on va passer à présent en H1 pour voir ce que nous propose le DAX. Pas de données supplémentaires concernant le DAX lorsque l'on passe en H1. On va donc passer directement à Wall Street avec ici un Nasdaq. Un Nasdaq qui s'est replié hier dans une prise de bénéfice. On se souvient qu'il avait été repoussé, la hausse avait été repoussée par ce palier de Kijun que l'on retrouve à ce niveau-là. On s'est replié donc pour aller tester à nouveau ce nuage. Un nuage donc qui fait office de support et qui nous sert actuellement de support, encore une fois, pour un rebond. Un rebond qui s'est poursuivi en direction de la Tenkan, hein. Donc c'est la prochaine résistance journalière et c'est une résistance qui correspond justement aux 13 200 points. Donc un nuage en données journalières qui fait office de support, qui permet donc au Nasdaq d'aller tester les 13 200 points, d'aller se rapprocher des 13 200 points. C'est notre Tenkan journalière. Mais prudence, lorsque l'on passe en données H4, c'est un peu plus mitigé. Nous avions donc une Tenkan, nous l'avons dit, à 13 200 points, les 13 200 points que l'on retrouve ici en vert. Mais nous avons tout de même un nuage relativement épais en données H4. Également la Tenkan que l'on retrouve ici, un nuage épais. Une sortie de ce nuage nécessiterait un franchissement des 13 333. C'est notre SSB qui est en palier. Ce sera donc une résistance qui correspond également au sommet du 25 février. Donc, on va entrer dans une zone de neutralité. Je vous rappelle que par définition, le nuage est une zone de neutralité. On est neutre à l'intérieur du nuage. Il faudra en sortir. Et donc ici, en l'occurrence, en sortir par le haut. On est en train de de longer le nuage H4, le bas de notre nuage. Et donc, il faudra une intégration et une sortie par le haut pour espérer une poursuite de cette hausse, une hausse qui a été entamée le 26 février. Les projections de Soda pourront nous donner un objectif avec un peu plus d'exactitude en sélectionnant les sommets et les pics et les creux intermédiaires et un objectif qui pourrait se situer à 13 584.
environ, hein, je pense que c'est une projection V. Donc en cas de sortie du nuage, on pourrait être de retour, hein, sur ce support du 18 février. Donc une hausse qui sera conditionnée, je le répète, à une sortie du nuage par le haut. Qu'en est-il en données H1? En données H1, on a déjà intégré le nuage, on a la Kijun qui fait office de résistance. Et ici, on pourrait sortir du nuage. Mais attention, la lagging span se retrouverait en plein milieu d'obstacles et pourrait refuser la sortie du nuage, ce qui pourrait donc se traduire par un repli des cours à l'intérieur. Alors on sait pas, on n'a pas détaillé ici, hein, la Kijun en données H4. On la retrouve, la lagging span, pardon, excusez-moi. Donc c'est très important, hein, pour les signaux Ishimoku. La configuration sera différente, car en cas de sortie de nuage, il faudra se rendre compte que la lagging span aura le champ libre, hein, pendant un certain moment, avant de rencontrer ici notre nuage. Et donc cela pourrait renforcer ce scénario aussi en direction des 13 584, pardon. Donc voilà pour le Nasdaq sur 3 unités de temps qui nous permet d'avoir les différentes résistances et les différents scénarios. Qu'en est-il du S&P 500 avec une belle tendance haussière? Ici, on a notre oblique haussière, cette trend line qui est supportée par le nuage. Et pour l'heure, hein, on a eu cette prise de bénéfice. On a une Tenkan ici à 3860 points qui fait office de support journalier, reprise haussière 3890 pour le S&P 500 aux portes des 3900 points. Que nous donne comme indication les données intraday, les données H4? On sort du nuage par le haut, on est en train donc d'aller tester, d'aller tenter de rallier les 3900 points. Nous avons une Kijun ici qui pourrait progresser avant de rencontrer un obstacle sur cette mèche baissière, si et seulement si, bien entendu, les cours parviennent à progresser à la hausse, si et seulement si les cours parviennent à franchir cette oblique baissière qui sera beaucoup plus visible en données H1, cette oblique baissière qui vient relier les différents sommets. Donc voilà pour le S&P 500. On notera tout de même la présence de ce nuage relativement épais qui pourrait faire office de support. Qu'en est-il pour le Dow Jones en journalier? Cette fulgurante tendance haussière avec une belle trendline également soutenue par un nuage. On le voit ici, ce test de trendline avec un nuage également en support. On repart à la hausse. On a eu cette petite prise de bénéfice pour le Dow Jones qui nous a permis une clôture en dessous de la Tenkan. On refranchit la Tenkan à l'heure actuelle. On est aux alentours des 31 545 points. En données H4, on fait face à une résistance qui est matérialisée par ce palier de Kijun, les 31 565 points, mais également un palier de SSB. Donc ici, il faudra attendre un franchissement de ce nuage H4. En données H1, il y a un éventuel signal haussier qui est donné, mais il faudra attendre la clôture de cette bougie H1 dans 8 minutes 32 secondes, un éventuel signal à la sortie de ce fanion, mais on a une importante zone de résistance ici, et ce sera la difficulté pour le Dow Jones, ce sera de s'affranchir de cette zone-là, comprise entre les 31 609 environ et les 31 650 points. En cas de franchissement de ce niveau, on pourrait s'attendre à une impulsion haussière éventuellement pour aller chercher des précédents niveaux aux alentours des 31 780, voire les 31 875 points. Donc un Dow Jones qui est relativement bien orienté par rapport aux autres indices américains. Le Russell 2000 très rapidement, qui semble évoluer dans ce petit canal baissier aux alentours de la borne haute. En cas de franchissement de cette borne haute, on pourrait aller chercher ce sommet du 1er mars à 2282. Dernier rempart avant cette résistance majeure des 2300 points. Je vous rappelle qu'il y a eu un refus de franchissement précédemment. Très exactement ici, on s'en était affranchi par le passé de par un gap de rupture. Voilà pour les indices américains, on peut s'attendre à un retour de l'appétit pour le risque, mais on fait face à des résistances techniques. Le Bitcoin, très belle progression haussière, on se hisse à nouveau au-dessus des 50 000 dollars, donc on invalide complètement cet avalement baissier. On est allé tester notre Tenkan en données hebdomadaires. Qu'en est-il des données journalières ici? On prend appui sur notre Kijun et visiblement une Kijun confondue avec la Tenkan. Il n'y a plus trop de résistance à ce niveau-là. On va en retrouver en données intraday. En données H4,
on est en train de tenter de traverser le nuage. Une traversée de nuage qui se fait assez rapidement en ce début de séance européenne. Et donc, en cas de sortie du nuage, il faudra donc s'affranchir d'une zone de résistance entre 50 918 $ et les 51 385, ce qui pourrait nous permettre d'aller chercher les 53 000 les 53 000 $. C'est un objectif qui nous est fourni par cette projection d'Osodave qui permettrait de finaliser cette belle vague haussière, une vague haussière hein, qui a été initiée après le creux que nous avons marqué précédemment. Donc je vais vous l'encadrer, hein, cette vague haussière qui est plutôt prometteuse. Donc voilà pour le Bitcoin à court terme, on peut s'attendre à un retour aux 53 000 $. Attention à tout repli après avoir atteint cet objectif d'Osoda. L'Ether, belle hausse également pour l'Ether. Un Ether qui, je vous le rappelle, avait rebondi sur son précédent record historique qui est matérialisé ici en vert, une tendance qui est également soutenue par la présence de ce nuage en données journalières et la cible potentielle serait ce palier de Kijun à 1657, pardon. Un mot pour le Stellar qui pourrait donner un signal d'achat également, s'affranchissant de cette oblique baissière qui vient relier les différents sommets et donc la cible potentielle serait à 0,4440 avant les 0,4656. Une probable impulsion haussière pour le Stellar en cas de clôture au-dessus de cette oblique baissière. On passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières, un compartiment des matières premières que l'on va, comme d'habitude, d'ailleurs on vient de prendre connaissance ici hein, des PMI des services en Allemagne, hein, il me semble, voilà, c'est en Allemagne, ressorti à 45,7 contre 45,9 attendu. D'ailleurs, si vous voulez avoir ces mêmes notifications, il y a un site très intéressant que je vais vous présenter immédiatement, c'est Financial Juice. Financial Juice qui vous reporte ces différentes données en temps réel. Ça vous donne même les points clés de la journée. Très pratique hein, si vous n'avez pas de terminal Bloomberg, si vous ne voulez pas perdre du temps à chercher ces informations sur Twitter, je vous invite à vous intéresser à ce site. Vous avez toutes les données. On a d'ailleurs le PMI des services en France. En cliquant dessus, cela nous emmène directement vers le rapport officiel d'IHS Markit. Donc Financial Juice, petit tips de la journée pour avoir ces petites notifications, avoir accès à toutes les données relatives à l'économie. Voilà pour cette petite parenthèse, ce petit cadeau du matin. Concernant le gold en données hebdomadaires, nous sommes toujours sous le nuage, donc un probable signal baissier avec une lagging span qui a franchi sa Kijun. Je vous le rappelle, on passe sur le gold en données journalières. On est en train de patiner sur les niveaux du mois de juin 2020 aux alentours de 1727, encore bien loin des 1765 $ l'once. Alors une baisse qui pourrait s'approfondir prochainement. Qu'en est-il en données H4 ? En données H4, on était sorti de ce canal baissier. On a effectué un pullback sur la borne supérieure et on se replie à l'heure actuelle, peut-être direction les 1711 $ l'once. C'est le retracement externe de Fibonacci à 127,2%. Donc voilà pour le scénario baissier qui semble pour le moment le plus probable. Le silver donc refuse ici en données H1 de sortir par le haut de son nuage Ichimoku et il repart donc tester ici sa moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Rapide coup d'œil sur les données H4, hein, mais nous avons une forte résistance hein, en cas de percée haussière. Il faut se rappeler que nous avons ici les 26,990. Les pétroles qui sont mitigés. Nous avons eu un repli qui s'est amplifié depuis cette figure que nous avions abordée en épaule, tête-épaule, visible en données intraday. On est en train d'invalider le franchissement de notre oblique baissière. Attention seulement sur le WTI, car je vous le rappelle, sur le Brent, il y a encore une certaine marge de manœuvre avant d'atteindre cette oblique baissière. Ici, concrètement, petit rappel de la situation technique, épaule-tête-épaule. Nous avions une ligne de coup à ce niveau-là. Cassure de la ligne de coup, on réalise l'objectif théorique aux alentours des 59,35. 59,35 qui sert de point
d'appui pour un rebond, mais avant ce palier de Kiljoun à 60,20 $ le baril pour le WTI, on se replie. Très difficile de se prononcer pour le pétrole WTI, car nous avons pour les pétroles d'une manière générale, nous avons la réunion des pays membres de l'OPEP+, et comme je l'ai dit hier, comme aime le dire le ministre saoudien de l'énergie, avec les réunions de l'OPEP, il est impossible de prédire l'imprévisible. Donc prudence, car l'OPEP nous a toujours surpris, notamment l'Arabie saoudite. Donc on reste très prudent sur le pétrole. On notera tout de même un nuage qui vient s'affaisser, qui fait office de résistance, de secours, si je puis dire, après ce palier de Kiljoun. Le pétrole Brent, même topo, on refuse de franchir les 63,22 paliers de Kiljoun. On se replie peut-être en direction des 62,33. Donc un pétrole qui est largement mitigé. On a des tentatives de rebond, mais les craintes et l'incertitude reprennent le dessus par la suite. Reprise de la demande asiatique, ce qui laisse entendre une reprise prochaine de la production des pays membres de l'OPEP+, qui dit hausse de la production, ce qui équivaut à une éventuelle baisse des cours, mais nous avons cette situation pandémique qui est en train de pandémique, pardon, je vais y arriver, qui est en train de s'améliorer, et donc un éventuel retour de la vie économique à la normale, reprise, donc hausse, encore une fois, de la mobilité. Donc pétrole mitigé, gaz naturel rebond sur la borne inférieure de ce canal haussier. Si on parvient à maintenir cet élan, on pourrait aller chercher cette résistance des 3 $. Alors d'ailleurs, ce qui est très intéressant, ce que l'on va voir cet après-midi, on va voir les différentes projections, les différentes estimations pour les cours des matières premières de Morgan Stanley, les prix moyens de Morgan Stanley pour l'année 2021, les projections sur chaque trimestre. On va essayer de détailler tout cela et on va entrer dans le détail. Après, on va aborder bien entendu les pétroles. On va aborder aussi le blé. Avant le blé, on va parler du métal rouge. Le métal rouge qui forme toujours une éventuelle figure en ETE. Alors ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce franchissement de la lagging span, lorsque la lagging span a franchi cet obstacle, cela est venu de pair avec une poussée haussière des cours qui sont passés justement par un twist. Pratiquement un twist. Je vous rappelle que ces twists, ces croisements de SSA et de SSB sont des points de faiblesse qui favorisent le passage des cours. Mais c'est invalidé immédiatement et cette invalidation est très certainement due à cette incapacité de la lagging span à franchir un obstacle de taille. Ici, la Kijun. Mais on a un point clé à l'heure actuelle. On n'a plus trop le choix. Enfin, la lagging span n'a plus trop le choix. Je vais d'ailleurs la mettre Shikuspan, mais je l'appelle la lagging span. On va la mettre en gras. Alors, elle n'a plus le choix. Pourquoi? Car elle doit intégrer son nuage à tout prix de deux choses l'une. Soit elle part à la hausse et elle décide de s'affranchir de la Kijun pour tenter une sortie du nuage par le haut. Et là, ce serait un signal d'achat. Un signal d'achat donc pour le métal rouge qui nous permettrait ici d'aller chercher les précédents sommets. Pour l'heure, ce que l'on a tenté de faire, c'est assez simple. On a simplement comblé le gap. Donc ce passage par le twist a permis un comblement du gap, mais tout dépendra à présent de notre Chikou span, de notre lagging span. Donc nous avons abordé ce scénario haussier qui nécessiterait une sortie par le haut de la lagging span et nous donnerait donc un signal d'achat. Scénario baissier, la lagging span part à la baisse et s'attaque ici à cet obstacle. Au lieu de s'attaquer à la Kijun, elle décide de s'attaquer au prix. Dans ce cas-là, on pourrait finaliser la formation de notre figure en ETE pour nous replier en direction de la ligne de coup. Dans un premier temps, en direction de cette moyenne mobile à 100 périodes, par la suite pour aller s'attaquer à la ligne de coup si la lagging span arrive donc à franchir les prix, à sortir du nuage. Et là, c'est l'inverse. On a un signal de vente car sorti du nuage par le bas, signal de vente renforcé par la validation de la figure en épaule tête-épaule. Et là, un objectif beaucoup plus bas, un objectif qui permettrait de combler un autre gap, combler partiellement ce gap du 18 février. Donc voilà pour le copper.
Une séance qui pourrait être, décisive. Qu'en est-il du blé? Le blé, nous allons le détailler. D'un point de vue, fondamental, on a eu une belle volatilité sur le blé, une belle hausse ici. On est allé se rapprocher des niveaux, du 19 janvier avant de nous, replier avec une toute petite figure en épaule tête épaule ici, qui est beaucoup plus visible en données H1. On a tenté une sortie du nuage par le bas qui a été avortée, s'en est suivi une belle hausse en direction de la Kijun et on tente de réintégrer le nuage à présent. On va détailler tout cela dès cet après-midi lorsque l'on va aborder les fondamentaux. On passe sans plus tarder sur le compartiment, sur le marché d'échange. Alors, on avait abordé cette situation technique du billet vert en données hebdomadaires, une situation qui ressemble fortement à ce que l'on avait connu lors des mois de mars et avril 2018. S'en est suivi une belle hausse pour le billet vert en direction justement de cette moyenne mobile exponentielle à 100 périodes que l'on retrouve à 94,600, non loin du bas du nuage. Alors, est-ce que le billet vert nous prépare un tel scénario à voir sur le long terme? Ici, c'est de l'hebdomadaire. En passant plus tarder sur du journalier. Très intéressant ce que nous a fait le billet vert. Nous avions, souvenez-vous, hier, une tentative de sortie du nuage. Voilà pourquoi il faut attendre la clôture de la bougie avant d'estimer qu'on a une sortie de nuage. Il y a eu un reflux du billet vert, un billet vert qui est même allé se replier jusqu'aux alentours de sa Kijun, invalidant ce premier signal qui était bien loin, je vous le rappelle, de donner une validation. Ce reflux a permis une hausse de l'euro-dollar, devant vous l'euro-dollar en données journalières, un euro-dollar qui est allé réintégrer son nuage. Alors c'est très intéressant car au moment où le billet vert, souvenez-vous, sortait de son nuage par le haut en données journalières, l'euro-dollar sortait de son nuage en données journalières par le bas. Le reflux du billet vert, la réintégration du nuage, a permis une réintégration dans le nuage en données journalières pour l'euro-dollar qui est allé tester cette oblique haussière qui relie les différents creux. En données, intraday, on le voit ici, ce beau test, de l'oblique haussière qui relie, les différents creux, mais également un beau test ici du bas du nuage et on se replie, pour le moment. En cas, de reprise haussière du billet vert, cette, baisse de l'euro-dollar pourrait aller jusqu'au 1,20, 50, dernier rempart avant les 1,20, 25. Pas de réel signal, hein, pour, le moment. Depuis ce retour à la hausse de la veille de l'euro-dollar. Et donc un reflux du billet vert, une baisse du billet vert qui a permis à la USD de s'affranchir de ce niveau à 23,6%, retracement de Fibonacci, perspective haussière confirmée pour la USD. On est aux alentours, on tente de s'éloigner des précédents sommets du début du mois de janvier. Un franchissement de ces sommets permettrait d'aller chercher le sommet 2021, celui du 25 février pour l'AUD USD qui a bien rebondi ici sur son support, sur sa moyenne mobile à 50 périodes et qui a bien résisté au mouvement du biais vert. Le GBP USD en données mensuelles. Alors un retrait complet ici en dessous de cette moyenne mobile à 100 périodes. Nous sommes au niveau, à un palier de SSB aux alentours des 1,39 65. Donc le câble, le GBP-USD a quelques difficultés à ce niveau, aux portes du seuil psychologique à 1,40. Et donc ici, on est en train de se stabiliser en données hebdomadaires. On a un beau support tout de même, hein, c'est notre Tenkan à 1,38 45. Toute tentative baissière pourrait être freinée par ce support. En données journalières ici, on a réussi à rebondir sur ce niveau, hein, ce précédent sommet du 10 février, les 1,38 65. On s'est hissé au-dessus de la Kijun et on parvient à repartir au-dessus des 1,39 56 avec éventuellement pour cible. La cible sera l'objectif, hein, clairement pour le câble sera de se hisser au-dessus des 1,40 pour aller chercher les 1,40 45. Notre niveau de Tenkan, ce sera la dernière résistance avant une éventuelle percée haussière. NZD-USD, à l'image de l'AUD-USD qui parvient à bien résister, qui tente de s'affranchir de sa Kijun, actuellement pris en étau entre la Kijun que l'on retrouve ici à 1,7283 et la Tenkan qui sera à 1,73 36.
Il faudra attendre un franchissement des 1,73 500 pour espérer une réelle percée haussière. Le GBP CHF s'en sort beaucoup mieux et tente ici le franchissement de cette résistance. Et donc, il a bien rebondi, hein. On a eu un beau pullback ici, beau rebond par la suite sur la borne supérieure du canal aussi. On repart à l'attaque des 1,28 125, dernier rempart avant les 1,28 880. USD CHF. L'USD CHF, donc on confirme hein, ici le franchissement de notre moyenne mobile simple, cette fois-ci, à 200 périodes. Alors, on a un bel objectif, par contre, pour l'USD CHF, ce sera une forte résistance. Si on va jusqu'à là-bas, on pourra s'attendre à une baisse, à mon avis. Pourquoi? Devant vous, donc les cours de l'USD CHF en données journalières, et ici, c'est un nuage en données hebdomadaires. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de le faire, d'ajouter un Ishimoku en changeant l'intervalle. Soit vous sélectionnez l'intervalle par défaut, et donc quand mes cours sont en journalier, mon Ishimoku par défaut sera un Ishimoku journalier. On notera également hein, cette sortie du nuage par le haut, signal d'achat qui a été validé par la lagging span, donc un signal d'achat validé. Le journalier me donne plus, n'a plus d'intérêt. On est en train de s'éloigner du nuage. Je m'intéresse à présent aux données hebdomadaires et c'est comme ça que j'arrive à voir mon nuage hebdomadaire et également un important niveau de support qui avait été franchi après le signal d'achat qui avait été donné en journée. C'était mon palier de Kijun à 0,90 25 à ce niveau-là. Plus que cela, on peut aller encore plus loin et s'intéresser aux données mensuelles. Et c'est là que cela va devenir intéressant et va confirmer cette importante zone de résistance, car c'est un nuage hebdomadaire, c'est également notre nuage en données mensuelles que l'on retrouve à ce niveau-là. Donc perspective haussière ici pour l'USD CHF avec une première résistance aux alentours des 0,92 On se rapproche du nuage hebdomadaire, mais prudence à partir de ce niveau-là. On pourra avoir du mal à aller plus loin, notamment avec le nuage mensuel renforcé par le nuage hebdomadaire. Voilà pour cette petite parenthèse, l'Euronoc qui effectivement s'est bel et bien replié après ce refus de l'intégration du nuage. Mais attention, on avait également cette EMA 100 qui venait confirmer cet éventuel repli. On pourrait se replier davantage en direction des 10,162. On pourrait même aller plus bas si la baisse se poursuit. Donc prudence ici sur l'Euronoc, perspective légèrement baissière pour le moment, même si un rebond n'est pas à exclure. Le CAD CHF, importante résistance en cas de franchissement de cette résistance, la percée haussière pourrait se poursuivre en direction ici des 0,73 480. Sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market qui est de plus en plus long. Je prends de plus en plus le temps avec donc ces analyses graphiques en triptyque sur 3 unités de temps. Alors c'est assez difficile, je l'avoue, de le faire sur un seul écran. Si vous avez plusieurs écrans, vous avez de la chance, c'est beaucoup plus simple. Ça vous permet de voir sur des écrans différents, de voir différentes unités de temps. Mais sinon, hein, vous pouvez le faire, créer des onglets. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de créer différents onglets. Vous ajoutez un nouveau. Vous pouvez faire un onglet, par exemple, dédié au DAX avec les 3 écrans DAX et donc avoir 3 représentations du DAX sur un seul et même écran, un seul et même onglet. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez un seul écran, bien entendu, le mieux, c'est d'en avoir plusieurs car on peut croiser ces analyses. Justement, ça permet d'avoir une meilleure précision, ça permet d'avoir des meilleurs prix d'entrée également, de maximiser les entrées en position. Sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Pour ceux qui sont intéressés par les matières premières, je vous donne rendez-vous en début d'après-midi pour cette émission hebdomadaire sur les matières premières et fondamentaux. Pour les autres, rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.